comme disait notre amie Maryse, la directrice de la Fondation Cerveau, je suis un petit peu effectivement homme à tout faire en matière de psychiatrie. Je suis à la fois clinicien en intervention précoce ici à la clinique Notre-Dame-des-Victoires. J'aime rappeler que je suis le psychiatre québécois le plus expérimenté actuellement en intervention précoce, ayant commencé en 97. Je suis chercheur aussi, affilié au Centre de recherche Cerveau. Donc, et je vous parlerai un peu de ce qu'on fait comme recherche. Et je suis professeur à la faculté de médecine aussi. J'aime ça dire de moi que je suis un homme à tout faire, parce qu'à la maison, si vous demandiez à ma blonde si je suis un homme à tout faire, je pense qu'elle partirait à rire avant que vous ayez fini la question. Donc, c'est toujours un défi de présenter des conférences grand public. Je trouve que face à des collègues, c'est plus facile. On part d'un point A à un point Z, ou un point B, dépendant du temps qu'on a. Et c'est un peu préformaté, on sait un petit peu où on s'en va. C'est sûr qu'une conférence grand public, c'est toujours un peu plus un défi. Mais donc, c'est dans ce sens-là que s'il y a des choses pas claires au fur et à mesure, je vous invite à pas vous gêner pour me poser des questions. Le contexte dans lequel je viens vous présenter, et Nathalie va vous présenter dans quelques semaines, c'est le contexte de l'adoption par le ministère de la Santé et des Services sociaux d'un cadre de référence qui fait de l'intervention précoce, dont on va parler ce soir, qui fait de l'intervention précoce une des priorités majeures en santé mentale au Québec. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'était dit, ça pourrait être le fun de donner des bonnes nouvelles de ce qui se passe dans le réseau de la santé. Il n'y a pas juste les files d'attente à l'urgence, il y a des choses qui fonctionnent bien. Et l'idée, c'est de vous raconter un peu, dans une perspective historique, soit la première personne du singulier, mais aussi en termes d'évolution de la profession, comment, dans le fond, l'intervention précoce, c'est une véritable révolution dans le domaine des psychoses. Vous avez ici mes divulgations, sources de financement, conférences que je donne, oui, avec des compagnies pharmaceutiques, mais beaucoup aussi d'octroi de sources gouvernementales. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ressortir ce soir, en quoi l'intervention précoce et l'évolution de la science en troubles psychotiques, c'est un véritable changement de paradigme. Un petit peu quelles sont les approches qui sont, aussi on va voir un peu quelles sont les approches qui sont regroupées au sein de l'intervention précoce, mais comment au-delà des approches aussi, il y a une philosophie qui distingue notre approche et qui, à mon avis, est un des ingrédients d'efficacité majeure. On est dans une conférence grand public. Je présume que beaucoup d'entre vous, puisque vous êtes ici, vous avez entendu parler des psychoses, vous avez l'idée de quelques définitions de base, mais je ne peux pas assumer que c'est le cas de tous. Donc, je vais commencer avec le b.a.-ba, juste pour qu'on s'assure qu'on sait de quoi on parle. Quelques généralités. La psychose, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est une perte de réalité, de contact avec la réalité. Ça peut toucher les idées. On va parler alors des pensées, on va parler d'idées délirantes, donc des idées fausses qu'on ne peut pas faire changer juste par le raisonnement et qui ne sont pas explicables par des phénomènes culturels. Ce dernier aspect-là est important. Parce que, par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il y a un parti politique qui le persécute, qui fait des commissions d'enquête et des choses comme ça illégales contre lui, que tous les journaux sont contre lui aussi, puis qui est président américain, c'est pas nécessairement délirant. Quoique ça l'est peut-être. Donc, les idées délirantes, des convictions fausses en dehors de la logique et qui peuvent pas être raisonnées tout simplement et qui sont pas explicables par des facteurs culturels, ça peut toucher les perceptions. On parle alors d'hallucinations, qui sont des perceptions sans objet. Généralement, ce que les gens vont entendre le plus souvent, c'est des voix, des hallucinations auditives. Et ça peut toucher aussi le comportement, amener tout ça des comportements bizarres. Donc, la perte de contact avec la réalité
peut être massive, mais peut être aussi légère et ne toucher qu'un aspect. Par exemple, les gens dans le trouble délirant peuvent avoir un fonctionnement parfaitement normal et parfaitement logique, hormis l'idée délirante qu'ils vont avoir. La psychose en soi, c'est pas tant un diagnostic qu'un groupe de manifestations qu'on retrouve dans plusieurs diagnostics. Par exemple, la psychose peut survenir lors d'une intoxication avec une drogue. Ça peut survenir dans le cadre de maladies physiques, neurologiques souvent. Et ça peut survenir aussi dans le cadre des troubles de l'humeur. Par exemple, lorsqu'on est en dépression sévère, on peut entendre des voix, on peut avoir des idées délirantes. C'est pas vraiment tant de ça que je vais vous parler aujourd'hui que finalement des psychoses qu'on dit apparentées à la schizophrénie. Donc, ce sont un groupe de diagnostics qui inclut la schizophrénie, le trouble schizoaffectif, le trouble schizophréniforme, les troubles délirants et les psychoses NS ainsi que les psychoses brèves. En fait, tous ces diagnostics-là, c'est la même famille. Et des fois, les gens vont se dire « Ah, les psychiatres, est-ce que vous savez ce qu'il y a finalement, mon fils, ou qu'est-ce que j'ai comme diagnostic? Vous m'avez dit schizoaffectif une fois, là, vous me dites schizophrène cette fois-ci. » Bien, la réalité, c'est que ce sont des nuances, tout simplement, de la même palette de couleurs. Donc, il y a des... et tout ça, tous ces troubles-là se distinguent par quels, parmi les symptômes de la psychose, sont au premier plan, combien de temps durent les manifestations, et quelle est la séquence des différents symptômes les uns par rapport aux autres. Donc, c'est pas, tant qu'à moi, c'est pas des distinctions si importantes que ça à retenir, parce qu'on parle vraiment en termes d'étiologie des mêmes causes. On parle généralement du même traitement. Il peut y avoir des variations de pronostic, mais pas tant que ça. Donc, ces problèmes-là, des troubles psychotiques, peuvent et en fait sont nécessairement à un moment ou à l'autre associés à des difficultés de fonctionnement. C'est un peu dans la notion du diagnostic psychiatrique, si vous avez une idée un peu marginale, un peu sautée, mais que ça dérange aucunement votre fonctionnement, on ne parlera pas nécessairement d'un diagnostic psychiatrique ici. Lorsqu'on va parler d'un diagnostic psychiatrique, s'il y a souffrance et ou dysfonctionnement. Et les difficultés de fonctionnement dans le cadre des psychoses sont en grande partie explicables par les symptômes dits négatifs. Quand on parle de la psychose, on parle des hallucinations, des délires, des phénomènes qui ne devraient pas être là. C'est pour ça qu'on dit que c'est des symptômes positifs. C'est quelque chose en plus que ce qui devrait, que le fonctionnement normal, alors que les symptômes négatifs désignent des manifestations plutôt qui sont amoindries, qui sont absentes par rapport à la normale. Par exemple, le fait de peu parler, qu'on va désigner comme étant la pauvreté du discours, le fait d'avoir peu d'expression émotionnelle, qu'on va désigner par l'émoussement affectif. Donc, souvent, ce sont ces symptômes-là qui ont le plus d'impact sur le fonctionnement. Nos traitements sont efficaces, les antipsychotiques sont efficaces, surtout par rapport aux symptômes positifs. Par rapport aux symptômes négatifs, c'est souvent plus difficile à traiter. La non-reconnaissance de la maladie est fréquente et non la reconnaissance de la maladie. Et c'est vraiment une difficulté particulière lorsqu'on travaille avec des personnes souffrant d'un trouble psychotique, parce qu'essentiellement, on essaie d'aider des gens qui souvent considèrent qu'ils n'ont pas besoin de nous, qu'ils n'ont pas de problème, et que leur plus gros problème dans la vie, c'est de nous avoir sur le dos. Et donc, les psychoses apparentées, les troubles psychotiques apparentés à la schizophrénie ont quand même des conséquences assez sérieuses sur l'espérance de vie. On parle d'une diminution d'en moyenne 15 à 20 ans d'espérance de vie par rapport au reste de la population. C'est sûr que le suicide est fait pour une grande partie, mais on sous-estime beaucoup l'importance des maladies cardiovasculaires, des cancers. Et en fait, beaucoup de maladies qui touchent notre clientèle plus précocement à cause des habitudes de vie. Notamment, le tabagisme est probablement parmi les causes d'une diminution de l'espérance de vie dans les troubles psychotiques. Le tabagisme est probablement la cause la plus importante.
Les psychoses, les troubles psychotiques apparentés à la schizophrénie touchent 2 à 3 % de la population. Ils débutent plus précocement et sont plus fréquents chez les hommes. On pense que les hormones féminines ont un rôle de facteur de protection. C'est un des moments de la soirée où je me retiens de faire certaines farces plates. C'est ça. En conférence, on n'est pas supposé faire des remarques, des farces plates, des jokes de gars, des choses comme ça. Ça survient généralement au cours de l'adolescence, au début de l'âge adulte. La composante génétique est extrêmement importante, prédominante. Même on estime qu'environ 80% de la vulnérabilité aux troubles psychotiques est d'origine génétique. On commence à avoir une assez bonne idée d'une bonne partie des gènes impliqués. On en a identifié environ 150. On pense qu'il y en a 3-4 fois plus facilement. Donc, c'est beaucoup de gènes qui, en combinaison, augmentent notre vulnérabilité jusqu'à ce qu'on puisse développer la maladie. Chacun des gènes ayant un rôle très, très modeste. C'est la même chose pour les autres troubles psychiatriques, c'est la même chose pour l'hypertension artérielle, c'est la même chose pour la diabète de type 2. C'est vraiment une caractéristique des maladies chroniques d'être influencé par l'impact de plusieurs gènes, mais aussi des facteurs environnementaux qui jouent un rôle important. La consommation de drogue, notamment, surtout à l'enfance, l'adolescence, début de l'âge adulte, ainsi que l'immigration. Tout ça résulte évidemment dans des problèmes de fonctionnement dans le cerveau, problèmes qui sont généralement relativement subtils quand même, et qui touchent essentiellement, sans entrer dans les détails, ils touchent un peu la coordination des régions du cerveau ensemble. Ils touchent la transmission d'informations d'une cellule du cerveau à l'autre, donc notamment les niveaux de neurotransmetteurs, comme la dopamine, dont vous avez probablement entendu parler, dont on croit que l'augmentation d'activité est un facteur important dans la psychose. C'était ce que j'avais à dire sur des questions très de base sur les psychoses. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-ci. L'immigration, c'est une question intéressante. En fait, on pense que c'est vraiment lié à l'exclusion sociale et des phénomènes du genre, parce que l'effet de l'immigration est plus marqué chez les immigrants de seconde génération que chez les immigrants de première génération. Et c'est particulièrement marqué lorsqu'on a affaire à un immigrant de minorité visible qui vient d'un pays pauvre, qui se retrouve dans un pays riche et qui demeure dans un secteur où il y a plus de gens locaux que d'immigrants. Donc, on pense vraiment que c'est lié à l'exclusion sociale. Un peu comme l'intimidation va jouer un rôle. Donc, on comprend de plus en plus, on a de plus en plus identifié des facteurs de stress psychosocial qui peuvent jouer un rôle quand même significatif. Donc, je poursuivrai. Je vais vous parler de moi, pas parce que je me trouve particulièrement intéressant, mais parce que je pense que c'est le cheminement que j'ai suivi ressemble pas mal au cheminement que notre domaine a suivi. Edmond Rostand, pour ceux qui le connaissaient, disait que l'ontogénèse résume la phylogénèse, donc essentiellement le développement de l'individu au stade de l'embryon et fœtus résume un peu l'histoire d'évolution de la vie, puisqu'on passe, par exemple, dans le développement, une période où on ressemble beaucoup aux poissons. Vous me direz à la fin si vous pensez que j'ai dépassé ce stade-là. Donc, et je pense qu'à travers ce cheminement-là, puis ce changement-là de conception, c'est ça, ça montre d'où on vient et où est-ce qu'on s'en va en intervention précoce. J'ai eu une formation clinique ici à l'Institut dans les années 80. À l'époque, l'Institut avait quand même encore une identité assez asilaire. Vous avez une photo d'Émile Kraepelin, un des pères fondateurs de la psychiatrie. Émile Kraepelin est un psychiatre allemand qui a décrit chez ses patients le syndrome qu'on appelle maintenant la schizophrénie. Et il a désigné la démence précoce à l'époque.
Donc, c'est pour dire comment la vision que Kraepelin nous avait léguée de la maladie était très pessimiste, très négative. Ça disait, bon, ça va mal évoluer, quoi qu'on fasse. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Kraepelin, les antipsychotiques n'existaient pas. C'était la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais néanmoins, sa pensée a continué à exercer une influence importante jusqu'à maintenant. Et moi, quand j'ai été formé dans les années 80, pour moi, la schizophrénie, ça avait nécessairement une très mauvaise évolution. Et les gens qui pouvaient présenter ce diagnostic-là, s'il y avait une vie normale, s'il travaillait, ben c'était probablement parce que c'était une erreur de diagnostic. C'est vraiment la vision dans laquelle j'ai été formé, puis c'est une vision qui est encore très prévalente dans notre discipline. Ensuite, début des années 90, comme j'étais plus lent d'apprentissage que les autres, on m'a recommandé d'aller étudier 3 années supplémentaires aux États-Unis, où j'ai été me former en recherche. Donc, vous avez ici la preuve, c'est vraiment moi sur la photo, j'ai déjà eu autant de cheveux que ça. Et c'est vrai, donc je suis allé me former aux États-Unis. D'abord avec Nancy Andreasen à University of Iowa. Vous la voyez ici avec Bill Clinton, ce qui nous permet de voir que Bill Clinton, c'est qu'un grand Jack et que Nancy Andreasen est très petite. Donc, Nancy était une des chercheurs les plus influentes en schizophrénie à l'époque et elle avait vraiment la vision kraepelinienne de la maladie. Elle voyait vraiment ça comme ça. C'est une maladie qui touche profondément le développement du cerveau, puis pour lequel il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai ensuite été étudié au Medical College of Virginia à Richmond avec Ken Kendler, qui était aussi une personne qui a eu beaucoup d'influence, en particulier dans le domaine de la psychiatrie génétique. Donc, formation, une posture intellectuelle assez classique, représentatrice de ce qui était au premier plan à l'époque. Je suis revenu au Québec, encore à l'Institut. Je suis vraiment un échec de la DESINS parce que j'y travaille depuis ce temps-là. Donc, pour commencer mes travaux de recherche comme chercheur indépendant. Ensuite, donc, je suis revenu en 1994. À mon retour, je rejoins Luc Nicole, qui était à l'époque jeune psychiatre, qui s'intéressait à l'intervention précoce, tout comme moi. Donc, on a commencé à parler de partir une clinique d'intervention précoce. Lui a quitté finalement pour aller à l'Hôtel-Dieu de Lévis, sur l'autre rive, pour fonder une clinique là-bas. Moi, à ce moment-là, je me suis associé à Roch-Hugo Bouchard, qui, comme moi, s'intéressait aussi à l'intervention précoce. Et Roch-Hugo a eu un rôle très important parce qu'il a réussi à convaincre Régent Quentin, que vous voyez ici aussi, qui était le directeur général à l'époque. Il a réussi à convaincre Régent à l'époque de l'importance de l'intervention précoce. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, l'Institut universitaire s'appelait encore le Centre hospitalier Robert Giffard. C'était une institution où il était très difficile de faire bouger les choses. On avait l'impression un petit peu que ce qui était là existait depuis toujours et allait exister toujours. C'est un petit peu, en tout cas, moi, l'impression que j'ai eue quand je suis arrivé. Les budgets étaient alloués à certains services. Une fois que le budget était alloué, il était gelé là, il n'y avait rien à faire. Et évidemment, déjà à cette époque-là, les budgets en santé n'avaient pas une grande tendance à croître. Ce qui fait que faire du développement, moderniser les choses, c'était extrêmement difficile. Mais Roch-Hugo a eu ce leadership-là et Régent Quentin, la vision d'embarquer là-dedans et de nous permettre donc d'aller nous installer d'abord dans l'édifice Price, dans une clinique qu'on appelait à l'époque la Polyclinique Sainte-Anne. Donc l'édifice Price, qui est un édifice historique maintenant, le plus vieux gratte-ciel de Québec, et le lieu c'est de la résidence de fonction de notre auguste premier ministre. Et donc, j'arrive en 1997, j'ai l'impression de retourner sur les bancs d'école. C'est vraiment ce que je vis. Ma conception de la maladie a complètement changé à partir de là. Et c'est là que je vais vous raconter un peu, après avoir parlé en parallèle de la perspective historique en psychiatrie,
C'est là que je vais vous parler de ce qui s'est passé, de ce que j'ai appris sur l'intervention précoce dans les 20 quelques dernières années et comment tout ça a profondément changé ma façon de pratiquer la psychiatrie. Donc, si on regarde la perspective historique, si vous avez Bourriquet, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est dans les aventures de Winnie l'ourson. C'est un âne qui est un peu un neurasthénique chronique. Tout va toujours mal tourner. C'est un personnage, par ailleurs, que je trouvais fort sympathique. Quand mes enfants étaient petits, j'aimais vraiment raconter des histoires de Winnie l'ourson avec les voix des différents personnages. C'était vraiment très divertissant, mais je vais laisser faire pour ce soir. Donc, on présentait vraiment la schizophrénie comme étant une maladie neurodéveloppementale. Il y a quelque chose de figé dans le cerveau. Ça va avoir une mauvaise évolution, quoi qu'on fasse. Au pire, on va limiter les dégâts, on va les calmer, on va les stabiliser. Puis une fois qu'ils sont stables, that's it, that's all, on n'ira pas plus loin. Puis donc, que quelqu'un retourne au travail, c'était dit aux gens, et j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps un de mes patients qui était passé dans un autre service, dans une autre ville, donc des gens qu'on ne connaît pas, c'est certainement pas ici que ça pourrait arriver. Et ça fait dire, parce qu'il voulait retourner au marché du travail, il dit, écoute, mon vieux, t'es schizophrène, tu peux pas travailler, oublie ça. Et donc, il a fait une crise suicidaire le soir même, comme vous pouvez... Mais c'était typique de la vision qu'on avait à l'époque et malheureusement qui n'est pas disparu depuis. Ça ici, c'est un montage dont je suis très, très fier. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est une passe d'embarquement. Et en fait, l'idée, c'est d'illustrer que un diagnostic de schizophrénie à l'époque, c'était un biais aller seulement vers la misère. Donc, vous avez ici une belle passe d'embarquement et c'est écrit du départ, c'est société et point d'arrivée, c'est misère. C'est quand même un beau montage, mais ça paraît moins vu les conditions ici. Et donc, ce qu'on recherchait dans les années 80, les années 90, c'était la quête de la pierre philosophale. La pierre philosophale, en alchimie, c'était la quête un petit peu de la pierre qui allait nous permettre de faire une transmutation du plomb en or. C'était vraiment quelque chose d'impossible, finalement, essentiellement. Et donc, on voyait que c'était vraiment une révolution scientifique que ça allait nous prendre. Est-ce que c'était la révolution de la génétique? Est-ce que c'était la révolution des neurosciences? Mais ça allait nous prendre quelque chose comme ça. Puis c'était nécessairement la recherche fondamentale qui allait régler ça. Puis qu'entre-temps, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, c'est un petit peu comme la quête du Graal, quelque chose qu'il va falloir travailler qu'on va devoir attendre longtemps, il va falloir travailler très, très longtemps. Ça va prendre peut-être une formule magique comme celle dont Aldous Dumbledore, le célèbre sorcier, avait le secret, ou bien encore une découverte scientifique absolument extraordinaire. Ça nous apparaissait quelque chose de très lointain qui allait devoir nous obliger à tout changer. Mais déjà dans les années 80, quand on regardait les données disponibles, on savait que cette vision-là était erronée. Depuis longtemps, les études de suivi nous apprenaient qu'il y avait un bon pourcentage des gens avec un diagnostic de schizophrénie, on l'estimait à 1/3 environ, qui évoluaient bien, qui pouvaient avoir des vies quand même remplies, satisfaisantes. Les cliniciens, et il faut dire qu'à la défense de notre vision clinique, c'était que nous, ceux qu'on voit dans nos bureaux, c'est ceux qui vont moins bien. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des patients qui vont très bien, que je vois une fois par année. Je les ai pas retournés à leur omnipraticien parce qu'ils prennent de la clozapine. Puis de la clozapine, c'est un petit peu délicat pour un médecin généraliste. Mais que, bon, je vois comme ça, c'est presque plus des visites de courtoisie que d'autres choses. Je ne les vois pas souvent, ceux-là. Ceux que je vois dans mon bureau, que je vois à répétition, c'est ceux qui passent des moments plus difficiles. Et il y avait probablement, donc, dans cette vision négative-là de la maladie aussi, ce qu'on appelle une des prédictions autoconfirmatoires. Ça va mal évoluer, la schizophrénie, ce patient-là, il va mal évoluer de toute façon. Alors, pourquoi j'interviendrais beaucoup? Ça donnerait quoi? Alors, évidemment, la personne évolue mal. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de ça derrière la conception classique
de la schizophrénie. Et pourtant, nous avions des outils. C'est sûr, là, vous voyez une aiguine, un niveau, des choses comme ça, c'est moins glorieux que la pierre philosophale. Ça paraît moins bien qu'une baguette magique avec laquelle on lance une grande formule magique, mais des fois, ça fait un job pareil. Donc, on avait, par exemple, dès le début des années 90, des antipsychotiques de seconde génération. On avait l'intervention familiale dont les bienfaits ont commencé à être démontrés à la fin des années 70 quand même. On avait la psychothérapie cognitivo-comportementale, qui est la principale modalité de psychothérapie en psychose aujourd'hui, qui dès la fin des années 80 existait. Bref, il y avait plein d'outils qui existaient déjà. Et donc, le problème, c'est que le DSM, notre système diagnostique, dès les années 80, a adopté cette vision-là kreplinienne de la maladie. Et les deux chercheurs qui sont photographiés là sont Robin Murray, William Carpenter, qui sont deux chercheurs seniors dans le domaine des troubles psychotiques, qui ont une perspective historique des 40 dernières années, pendant lesquelles ils ont été de façon constante des chercheurs de premier plan. Et il n'y a pas longtemps, j'ai assisté dans un congrès sur les psychoses à un symposium dont tout simplement il y avait 4 conférenciers. C'était des conférenciers, des chercheurs en fin de carrière à qui on demandait « Qu'est-ce que vous regrettez dans votre carrière? Et si vous commenciez aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à un jeune? » Et les deux ont dit la même chose. « Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir réussi à influencer la conception du DSM qui a adopté vraiment une perspective kreplinienne à la schizophrénie. » Donc, en résumé, les psychoses sont vraiment pas nécessairement avec un mauvais pronostic. Alors, vous avez ici une photo des dieux grecs. C'est un peu pour représenter le mythe de la mauvaise évolution universelle. Je pense pas que ça existe. Bon, oui, la différence des dieux grecs, malgré tout, les mauvaises évolutions dans les troubles psychotiques, ça existe, mais c'est un mythe de dire que tout le monde va connaître cette vie-là. Et qu'on a depuis longtemps d'excellents outils pour soutenir le rétablissement, mais encore faut-il pouvoir s'en servir. Un marteau, quand vous cognez un clou avec, ça peut faire bien intéressant, mais quand c'est le doigt que vous cognez, c'est pas la même chose. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on arrive, au cours des années 90, à apprendre à bien utiliser les outils qu'on avait. Et c'est là qu'on arrive avec l'intervention précoce. C'est un petit peu, j'aime bien la devise anglophone « Old wine in new bottles », donc un vieux vin dans de nouvelles bouteilles. Pas de grande révolution en termes d'avancées technologiques, mais une révolution en termes de résultats thérapeutiques, en termes de façon de penser. Donc, l'idée de l'intervention précoce remonte à la fin des années 80, début des années 90. Et en fait, on a commencé à ce moment-là à se dire, ouais, c'est peut-être que plus la période, la psychose, avant de commencer le traitement, puis on attend pour le traitement, peut-être que c'est là que la détérioration survient. Et c'est un petit peu ce que les études de suivi à long terme nous disaient. C'est pendant les premières années de la maladie que le fonctionnement dégringole. Avant le début du traitement, c'est aussi la période où des choses, où des événements graves avaient tendance à survenir. Par exemple, si on regarde en termes de risque homicidaire, le risque homicidaire chez des personnes avec un diagnostic de schizophrénie est 11 fois plus élevé avant le diagnostic qu'après. Autrement dit, quand il y a des choses graves qui surviennent, c'est généralement avant le diagnostic. Après ça, une fois que le traitement est débuté, que la prise en charge est commencée, bien, c'est pas si dramatique que ça. Et donc, pendant les premières années de la maladie, c'est là aussi où le risque de suicide est à son maximum. C'est là que le risque de gestes violents est à son maximum. C'est là que les problèmes de consommation de drogue sont à leur maximum. C'est là aussi où la non-reconnaissance de la maladie est à son maximum. Donc, autrement dit, c'est vraiment comme une période charnière. Et je peux vous dire que l'intervention précoce, c'est pas faite pour des gens chicken,
il faut être capable de tolérer que ça brasse. Et moi, ça a été vraiment une de mes premières prises de conscience quand j'ai commencé à faire de l'intervention précoce. C'est vraiment le niveau de tension, le niveau de pression venait d'augmenter de façon assez solide. Donc, l'intervention précoce, les principes, c'est intervenir tôt, le plus tôt possible, c'est intervenir de façon intensive et c'est d'intervenir d'une façon adaptée à l'âge. Parce qu'on ne peut pas intervenir de la même façon avec un jeune Flo de 19 ans qui vit chez ses parents qu'avec une femme qui a son appartement, qui a une vie autonome, qui a 40 ans. Ça va de soi, mais je vous dirais que ce n'était pas gagné d'avance. Et je me rappelle d'une étude intéressante qui avait été, le CLSC, La Source à Charlesbourg, les gens là-bas se souciaient un petit peu des services qui étaient rendus en santé mentale et ont regardé le profil de leurs usagers pour se rendre compte que les gens avaient en moyenne 44 ans. Et il y avait à peu près, je pense que c'était 3% de la clientèle qui avait 25 ans au moins. Autrement dit, les jeunes n'étaient pas dans les services. Les jeunes étaient ailleurs et les jeunes ne recevaient pas de services. Et c'est à ce moment-là que les problèmes survenaient. Et après ça, une fois que ça avait suffisamment mal tourné, ils finissaient par se rendre ici et avoir accès à des bons services. Ça fonctionne, l'intervention précoce. Les études montrent que ça diminue le taux de réhospitalisation, ça diminue le taux de suicide, ça diminue le risque de gestes violents, puis ça augmente le taux de retour à l'emploi. Et les impacts sont vraiment majeurs. Et donc, c'est ça, je pense qu'on doit dire que ça devient l'approche thérapeutique de base et c'est ce qui a amené un consensus international. Les premiers qui ont adopté l'intervention précoce, c'est les Australiens, d'où vient beaucoup le mouvement. Vous avez ici une belle photo de Skippy le kangourou, grand héros de la télévision, quand j'étais Flo. L'Angleterre, ensuite, représentée ici par la charmante Élisabeth II. L'Ontario, donc représenté ici par le non moins charmant Doug Ford, charismatique premier ministre ontarien, et le Québec maintenant, donc j'ai pas besoin de faire de commentaires. Donc, l'idée aussi, c'est que les études de coût-efficacité, coût-efficience montrent que ça fonctionne aussi de ce côté-là. Oui, ça coûte plus cher des services d'intervention précoce, ça prend des ressources, mais les ressources font plus que se payer en termes de prévention d'hospitalisation en particulier, mais aussi en termes de diminution des coûts sociaux avec le retour à l'emploi. C'est pas donc, dans l'intervention précoce, il y a une pharmacothérapie différente. Vous avez ici des photos de mes 3 collègues pharmaciens qui œuvrent à la clinique Notre-Dame-des-Victoires, Estelle Malenfant, Olivier Corbeil et Marie-France Demers. Donc, et c'est beaucoup avec les pharmaciens que j'ai côtoyés depuis l'ouverture de la polyclinique Sainte-Anne, que j'ai vraiment modifié de façon importante ma façon de prescrire les médicaments. C'est basé sur le fait que les effets indésirables sont beaucoup plus importants dans cette tranche d'âge-là. Des gens qui n'ont pas été exposés longtemps à des fortes doses d'antipsychotiques puissants ne réagissent pas de la même façon que des gens qui ont eu une longue histoire d'exposition aux antipsychotiques. Donc, il faut utiliser des doses plus faibles. Il faut aussi être beaucoup plus attentif aux effets indésirables et on utilise énormément les antipsychotiques injectables à longue action. On estime au Québec que c'est en général à probablement 15% des personnes avec un trouble psychotique qui sont traitées par injectable à longue action. Chez nous, c'est 35%. On utilise aussi beaucoup plus la clozapine. La clozapine est le seul antipsychotique plus efficace que les autres. Et donc, c'est le médicament qui est indiqué lorsqu'on a eu 2 échecs avec d'autres antipsychotiques. On estime que dans la population québécoise, comme ailleurs dans le monde, c'est 6 à 7% des personnes avec un diagnostic de schizophrénie qui reçoivent de la clozapine, alors qu'à la clinique, comme dans d'autres centres d'intervention précoce ailleurs au Canada, on parle de 15 à 20%. C'est donc tout simplement parce que on intervient de façon plus énergique
quand il y a un problème de résistance au traitement, quand les antipsychotiques de première ligne ne donnent pas les résultats escomptés, on n'attend pas à ce que tout soit brûlé. La clozapine est faussement perçue comme un médicament de bout de ligne, alors que bien utilisé assez tôt dans le cheminement, si la personne en a besoin, ça peut donner des résultats vraiment fort impressionnants. Donc, c'est vraiment une façon différente de travailler avec le médicament. C'est aussi une approche psychothérapeutique. Toute l'approche psychologique est basée sur la thérapie cognitivo-comportementale. Vous avez une photo de Socrate, mais en fait, je ne pense pas que c'est une photo de Socrate comme une photo d'un buste le représentant. Je pense que les photos de Socrate, on n'en a pas trouvé encore. Et donc, c'est qu'en fait, c'est basé sur un questionnement socratique, justement, et même la première grande étude anglaise, son acronyme était Socrates, pour faire référence à ça. Donc, c'est vraiment à travers une discussion avec la personne. On la confronte pas. Je vais vous donner un exemple une petite capsule de quelques échanges, d'un échange réel que j'ai eu avec une personne que j'ai traitée, que je traite toujours. Donc, le jeune vient à la clinique, il décrit comment il ne sort pas, parce que il y a vraiment, les gens parlent de lui dehors. Puis ça le dérange beaucoup, il se sent menacé. Alors, je lui dis, ouais, puis à quel pourcentage de gens vous estimez qui parlent de vous? Alors, il doit bien en avoir un quart. Ah oui. Puis là, bon, on questionne de façon empathique, reconnaît que ça ne doit pas être facile et tout ça. Il me dit, mais écoutez, c'est-tu juste dans certains quartiers de la ville que vous vivez ça? Il dit, non, c'est partout. Bon, il y a dans le Vieux-Québec ici, chez vous, ailleurs, quand vous allez en ville, là, c'est la même affaire. Donc, vous estimez qu'il y a à peu près 25 % des gens dans la région de Québec qui sont au courant de votre histoire et qui rient de vous. Si on calcule une population d'à près 600 000, ça voudrait dire qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui sont au courant de votre histoire. Ouais, docteur, je pense que je paranoïe. Alors, c'est un exemple, là, évidemment, très simplifié par rapport à ce qu'on peut faire, mais c'est donc vraiment l'idée de voir un peu avec la personne comment est-ce qu'on peut expliquer ce qu'elle vit autrement. Comme le délire, c'est un petit peu son explication de ce qui lui est arrivé. Comment on peut détricoter ça à travers le dialogue? Comment est-ce qu'on peut l'aider à composer avec son anxiété sociale? Souvent, il va y avoir des vérifications aussi. On va encourager les gens à aller vérifier. Est-ce qu'un tel t'a dit vraiment telle chose? Est-ce qu'il y a telle chose qui s'est passée à telle place? Donc, c'est vraiment une façon très dans la collaboration et c'est une façon de ne pas non plus affronter les gens, mais plutôt travailler avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment bien validé par des essais cliniques, qui fait que ça aussi, la thérapie cognitivo-comportementale fait partie maintenant des approches pour lesquelles il y a un consensus international quant à leur efficacité. Toutes les lignes directrices partout dans le monde la recommandent. Et c'est vraiment un changement dans notre façon. On ne s'adresse pas à un cerveau défaillant. On s'adresse à une personne qui est arrivée à développer une psychose à travers, oui, probablement des prédispositions, mais tout ça s'étant articulé dans son histoire. Et avec une place, évidemment, pour les aspects médicaux qui sont loin d'être niés, mais qui sont vus simplement comme une partie de l'explication. Le soutien au retour à l'emploi est aussi une approche que nous intégrons. Et le soutien au retour à l'emploi, le modèle actuel a été développé, je crois, il y a une vingtaine d'années à peu près. C'est désigné par l'acronyme anglophone IPS, Intensive Placement and Support. Et en fait, à Québec, ça a été traduit par l'acronyme PEAS, que je trouve vraiment plus joli. C'est placement, intervention et soutien à l'emploi, me semble. Et donc, l'idée, c'est que le plus vite possible, on va retourner la personne dans le milieu du travail. On n'attendra pas 2 ans de préparation, de stage, de ceci puis de cela. Le plus rapidement possible, on la retourne dans un emploi compétitif.
Cela dit, on la soutient en cours de route. On travaille avec l'employeur au besoin. Et donc, avec une approche très, très intensive, ça peut être 2 visites par semaine, par exemple, on aide la personne à se trouver un emploi. Les intervenants de PIS à Québec, par exemple, comme ailleurs dans le monde, ont identifié quelques employeurs qui sont ouverts à la clientèle et qui vont bien recevoir les gens comme ça. Et ça va donc faciliter le retour à l'emploi. Et un aspect qui est important, c'est que cette personne-là, cette intervenante-là, soit vraiment bien intégrée et collabore de près avec l'équipe d'intervention précoce. Donc maintenant, on en a des intervenants PIS dans la région de Québec. Ils sont accessibles et c'est l'approche pour laquelle il y a les meilleurs résultats selon les études qui ont été réalisées. Et je peux vous dire que j'ai vu un changement aussi dans la région de Québec à cause de la diminution du taux de chômage. Je peux vous dire que les taux de placement de nos jeunes ont été vraiment améliorés. Je pense que c'est un des aspects. C'est les opportunités d'emploi sont vraiment beaucoup plus là qu'avant. Ça prend aussi un soutien multidimensionnel. On va désigner ça par l'expression anglophone « case management ». Ça aussi, le case management, c'est une approche qui remonte à 30 ans, facile, peut-être même plus longtemps. C'est donc un soutien global. Il va y avoir de la psychoéducation, l'information sur la maladie. Il va y avoir du soutien pour la gestion du stress. Il va y avoir du soutien dans les recherches d'emploi. Et ça va être proposé d'une façon très proactive. On n'attend pas que le jeune mûrisse puis devienne motivé pour faire quelque chose. On travaille à susciter la motivation. On l'aide à avoir raison des barrières, à abattre les obstacles. Et les interventions se déroulent aussi beaucoup dans la communauté. Et ça, ça fait partie de la saveur de l'intervention précoce. C'est qu'on n'attend pas que les gens viennent nous voir, on va les chercher, on va les voir. Et pour arriver à donner cette intensité de service-là, les cohortes sont limitées à 16 personnes par intervenant. Donc, c'est pas le ratio le plus favorable est dans les équipes de suivi intensif où on parle de 8 pour 1, mais 16 pour 1, c'est quand même pas mal. L'exercice physique fait partie aussi maintenant du traitement psychiatrique. Et j'en profite pour souligner 2 activités qui vont avoir lieu bientôt, notamment la course pour le pavois. L'externat Saint-Jean-Eudes, depuis quelques années, en fait, c'est une étudiante qui est la nièce d'une éducatrice physique ici, qui a organisé comme projet personnel dans le cadre de son secondaire un 5 km de course pour venir en aide au Pavois. Le Pavois qui est un des organismes où sont situés des intervenants PIS. Notre intervenant PIS est issu du Pavois. C'est un endroit aussi où il y a du soutien au retour aux études, de soutien à l'activité physique, et ainsi de suite. Bref, c'est des gens qu'on aime bien. Et donc, à chaque année, il y a un 5 km qui a lieu. Vous avez ici l'hyperlien. Et il y a aussi un 5 et un 10 km pour la course pour la santé des femmes, qui est sous l'égide de Pharmaprix, mais à laquelle plusieurs gens de l'Institut ici participent pour le soutien à la Fondation Cerveau. Et donc, votre humble conférencier ici devant vous y participe. C'est assez amusant, la clinique Notre-Dame des Victoires. Ceux qui ne joguent pas se sentent très, très minoritaires et un peu anormaux. Donc, je pense qu'on a cette vision-là de l'importance de l'activité physique, pas juste pour la santé physique, mais pour aussi l'humeur, l'anxiété, la concentration. Bref, s'il y avait un médicament aussi efficace et avec aussi peu d'effets indésirables que l'activité physique, je peux vous dire que ça se vendrait comme des petits pains chauds. L'implication des familles est indispensable. Comme je vous disais, ça remonte déjà fin des années 70, où on a commencé à démontrer l'efficacité de l'intervention familiale. À la clinique, on arrive à les impliquer tôt dans le suivi. Ils sont présents soit à la première rencontre ou à la deuxième ou la troisième.
il faut vraiment, et il y a une façon, c'est sûr qu'on est un jeune de 19 ans, puis on dit, ben écoute, il faudrait qu'on parle à tes parents, c'est quoi que mes vieux viennent faire là-dedans? C'est quoi le rapport, allez vous promener. Mais quand on leur présente les choses comme il faut, qu'on leur dit, ben écoutez, vos parents, ils sont inquiets, vous restez chez eux, il faudrait qu'on puisse les rassurer, puis ainsi de suite, je vous dirais qu'on a un taux d'acceptation d'environ 95 %. On a, en tout cas, 90 à 95 % des familles sont en contact avec notre équipe. Et évidemment, il faut composer avec l'enjeu de la confidentialité. Je pourrais vous en dire longtemps sur ça. C'est un de mes dadas, ce sujet-là. Et parce que je crois que la confidentialité est un faux obstacle à la collaboration avec les proches. Mais bon, ça, on pourra en parler à la période des questions, si vous voulez me partir là-dessus. Il y a vraiment aussi toute la perspective de santé globale. Comme je le disais, les troubles psychotiques sont associés à une diminution importante de l'espérance de vie. Le tabagisme est probablement la cause première de ça. Le manque d'activité. On a tendance en psychiatrie à ne pas s'en occuper, mais il faut qu'on s'en occupe. Donc, l'importance de l'arrêt tabagique, l'apnée du sommeil est un problème qui est quand même sous-estimé dans la population générale. La présence, le fait d'avoir un trouble psychiatrique important est un facteur de risque pour l'apnée du sommeil. Donc, l'apnée du sommeil est une maladie qui se caractérise par une obstruction des voies respiratoires qui fait que par période, donc, ça se manifeste souvent par des ronflements et des pauses respiratoires la nuit. Et le problème avec ça, c'est que dans le fond, notre organisme manque d'oxygène. Le sommeil est très important pour la régénérescence de l'organisme. Et donc, par le manque d'oxygène dans cette période-là, ça peut entraîner une pléthore de problèmes de santé. Et donc, ça fait partie, je vous dirais que maintenant, on est rendu assez régulièrement qu'on prescrit des examens pour la détection de l'apnée du sommeil. Et la beauté de la chose, c'est que c'est un problème qui se traite. La perte de poids peut aider beaucoup, mais c'est pas juste ça. Mais aussi l'utilisation avec une bonbonne d'oxygène qui envoie de l'air sous pression. Donc, qui peut permettre de corriger le problème d'oxygénation du sang avec des bienfaits vraiment majeurs. Donc, c'est l'approche classique que la psychiatrie avait à l'égard des problèmes de santé physique. Vous avez ici Ponce Pilate en train de se laver les mains. Il y a peut-être des jeunes mécréants dans la salle qui n'ont pas eu de cours de catéchèse. Donc, Ponce Pilate, c'est le personnage au moment de la Passion du Christ qui a offert aux gens qui étaient là de soit libérer Jésus ou un autre bandit qui était là. Et les gens ont choisi de libérer le bandit en question. Et donc, c'est comme ça que Jésus a connu ces heures difficiles de crucifixion. Il paraît que d'après ce que j'ai jamais essayé ça, je connais personne qui est passé par là, mais ça n'a pas l'air cool, ben comme expérience. Et donc, Ponce Pilate s'est lavé les mains comme pour dire, c'est pas de ma faute, là. Moi j'ai fait ce que je pouvais dans cette histoire-là. Et j'ai pas le sang de ce gars-là sur les mains. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de faire des Dr House de nous, mais au moins de voir un peu comment détecter les problèmes de santé de base et commencer à intervenir, essayer idéalement de collaborer avec le médecin de famille, mais vous savez comme moi que c'est pas toujours évident d'avoir un médecin de famille, surtout pour un jeune. Donc, ça nous oblige quand même à nous mettre les mains à la pâte. Il faut cibler aussi les comorbidités. Lorsqu'on souffre d'un trouble psychotique, on peut souffrir d'autres problèmes de santé. Et donc, la psychose ne nous immunise pas contre ces problèmes de santé-là. Ce sont des problèmes fréquents. La majorité des personnes avec un trouble psychotique ont 1 ou 2 ou même 3 diagnostics en plus de la psychose. Et donc, c'est fréquent, c'est sous-détecté. Et si on les identifie, on les traite, on peut vraiment améliorer la situation. Les troubles d'utilisation de substances sont celui qui fait le plus de bruit. Vous avez ici une photo de Downtown Eastside à Vancouver, qui est le quartier le plus défavorisé au Canada et l'un des plus défavorisés en Amérique du Nord.
Et donc, une proportion importante de nos jeunes abusent de drogue. Ça augmente le taux de rechute, ça augmente le risque de suicide, ça augmente le risque de violence. Et donc, c'est vraiment un aspect qui est important à reconnaître et c'est important d'essayer d'intervenir sur cet aspect-là. Les troubles anxieux sont des problèmes fréquents. C'est un de mes domaines de recherche. On a démontré qu'il y a facilement 50% de notre clientèle qui présente un trouble anxieux, particulièrement l'anxiété sociale. Et donc, ce qui peut vraiment nuire de façon importante, c'est si on fait une anxiété sociale importante, qu'on a toujours peur d'être jugé par les autres, ben, ça va être difficile de retourner sur le marché du travail. Et donc, il faut aller au-delà des symptômes et essayer de voir de plus près qu'est-ce qu'il y en est. Vous avez ici, donc, c'est un loup qui revêt une fourrure de mouton pour s'introduire dans le troupeau. Et donc, comme quoi, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Par exemple, un jeune qui ne sort pas de chez lui, qui ne veut pas aller à l'extérieur, on va dire « Ah, il n'est pas motivé, c'est des symptômes négatifs, il n'y a rien à faire, ma job est finie, je ne peux rien faire », c'est ça qu'ils écrivent dans les textbooks. Mais pourquoi cette personne-là ne sort pas? C'est peut-être parce qu'elle craint le jugement des autres. C'est peut-être parce qu'elle a peur de se faire attaquer, convaincue que les autres la persécutent. C'est peut-être parce que aussi ses médicaments sont mal ajustés et lui causent un problème de motivation. Donc, c'est tout ça que pour moi, c'est un des aspects que j'ai mieux conceptualisé dans les dernières années, c'est qu'il ne faut pas juste se contenter de mettre un nom sur un symptôme. C'est de dire OK, mais comment la personne en est arrivée? Pourquoi elle a développé cette idée-là? Pourquoi elle a développé ce comportement-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à gérer ça? Donc, comme psychiatre, essentiellement, c'est qu'on doit être le plus possible assigné à une équipe en particulier. C'est un psychiatre qui travaille une demi-journée par semaine dans une équipe d'intervention précoce. Ça ne fonctionnera pas. Ce sont des patients qui brassent. Il faut pouvoir se libérer rapidement pour gérer des situations d'urgence. Ça prend des gens qui aiment travailler en équipe aussi, de façon vraiment importante. Et ça prend des gens qui croient au rétablissement. Et comme je vous disais, ça ne va pas nécessairement de soi dans la façon dont on est formé. La transdisciplinarité, c'est vraiment payant. Quand on entend, par exemple, une pharmacienne parler de l'approche systémique du médicament, la place du médicament dans cette famille-là, on trouve ça quand même assez cool. Quand on entend une stagiaire en service social nous parler que tel patient, est-ce que ça se pourrait que ce soit de l'impatience motrice? Quand je suis allé le voir à la maison, je trouvais qu'il gigotait pas mal. On se dit, il y a quelque chose dans la transdisciplinarité et il y a vraiment une richesse dans ça. Moi, j'ai franchement l'impression que de travailler avec des collègues comme ça de la clinique Notre-Dame-des-Victoires, des collègues de cette qualité-là, ça me permet de devenir un meilleur psychiatre. Et évidemment, il faut que ça soit bien coordonné. Il faut avoir des réunions hebdomadaires, hebdomadaires, la fréquence peut dépendre, mais il faut avoir des réunions régulières qui ont un plan d'action vraiment cohérent. Et il faut que tout ça soit bien intégré avec une vision qui a une réelle cohésion. Il faut se rendre accessible. Vous avez ici le plan de la maison qui rend fou dans les 13 travaux d'Astérix. Et juste pour vous dire à quoi ça ressemble traditionnellement avoir un rendez-vous dans une clinique d'intervention précoce. Donc, il faut d'abord se dire, j'ai un problème. Deuxièmement, je vais aller voir un médecin. Troisièmement, je vais obtenir un rendez-vous avec mon médecin. Quatrièmement, je vais réussir à me rendre à mon rendez-vous avec le médecin. Cinquièmement, mon médecin va me référer en santé mentale. Sixièmement, il y a quelqu'un au CLSC qui va prendre connaissance de mon dossier puis qui va m'appeler pour faire une cueillette de données. Encore faut-il qu'elle me rejoigne pendant que je ne suis pas au cégep, que je ne suis pas au travail. Septièmement, il faut qu'elle conclue, cette personne-là, que je dois être vu par un psychiatre. Huitièmement,
il faut, rendu au guichet de psychiatrie, il faut que j'obtienne le rendez-vous, que le rendez-vous se tienne. Et là, il faut que le psychiatre, neuvièmement, que le psychiatre décide de me référer à une clinique d'intervention précoce. Et dixièmement, il faut faire l'arrimage pour le rendez-vous puis que la personne se rende. Donc, vous comprenez un peu la course à obstacles absolument incroyable que c'est. Et ça va vraiment pas dans l'intervention précoce. Donc, on est vraiment en train de changer ça. Et l'idée, c'est que les références vont pouvoir venir de partout. Donc, un professeur de cégep, un proche de la famille, quelqu'un va pouvoir appeler et dire « Écoute, j'ai un jeune, ça va pas bien », et qu'on lui réponde dans de 3 jours, et quand dans une semaine, on a le temps d'évaluer un peu le problème suffisamment pour savoir si c'est vraiment cette personne-là doit aller dans une clinique d'intervention précoce. Ça, je vous dirais, c'est l'idéal qu'on vise. On n'en est pas rendu là, mais c'est ce que le plan d'action, le cadre de référence en intervention précoce du ministère prévoit. Donc, en résumé, l'intervention précoce, c'est une façon d'intervenir tôt, de façon intensive et de façon adaptée à l'âge, qui nécessite la combinaison de plusieurs approches qui soient accessibles et bien coordonnées. Et donc, c'est ça. Donc, ça prend une bonne coordination. Mais ce dont j'aime plus parler, moi, c'est au-delà des interventions, c'est la philosophie de traitement. Et ici, vous avez une citation d'un personnage célèbre, « Vers l'infini et plus loin encore ». Donc, c'est Buzz Lightyear dans Toy Story, vous avez reconnu. Et parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est peu écrit dans les articles scientifiques, mais pour moi, c'est ce sur quoi repose l'intervention précoce. Le rétablissement, donc, il faut croire au rétablissement. Et le rétablissement, on commence à en parler à la première rencontre. À la première rencontre, je vais dire aux jeunes que je rencontre, ben écoute, mon but, c'est pas de te donner des pilules, c'est pas de te faire prendre des médicaments, c'est pas de t'enlever tes voix, c'est de t'aider à réaliser ton projet. Les médicaments, c'est un traitement parmi d'autres, c'est un type d'aide qu'on peut t'apporter parmi d'autres. On leur dit aussi, c'est à nous de s'adapter à vous, c'est pas à vous de vous adapter à nous. Vous rendre à l'aise, ça fait partie de notre description de tâche. Et on va situer d'emblée le rôle de la famille. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est, et on perd ça de vue quand on travaille avec une clientèle plus âgée, on oublie ça, et c'est vrai pour notre clientèle plus âgée aussi, c'est que les jeunes qui ont un trouble psychotique ont les mêmes aspirations que les autres. Ils veulent avoir des amis. Ils veulent avoir une job. Ils veulent avoir un logis qui a de l'allure. Ça, en fait, c'est que je suis allé chez des Français il n'y a pas longtemps avec cette diapositive-là, puis j'ai fait un petit clin d'œil en mettant ma cabane au Canada. Ils veulent fonder une famille et surtout, d'abord et avant tout, ce qui est le plus important, ils veulent un char. Donc, c'est vraiment les mêmes aspirations. Et bon, on a des fois des conceptions un peu bizarres, je ne sais pas d'où ça vient, que c'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas ça qui les intéresse. Pour vous dire, moi, en tout cas, je n'ai pas rencontré beaucoup qui ne souhaitaient pas ça. On doit aussi s'adresser à la personne, pas une maladie. Vous avez ici une photo de mon ami Luc Vigneault, qui est père aidant, qui a inspiré un premier livre auquel j'ai collaboré sur le rétablissement qui s'appelle « Je suis une personne, pas une maladie ». Et donc, c'est vraiment ça, on s'adresse à la personne. On va essayer de normaliser l'expérience. On va pas de dire que c'est épouvantable ce que vous vivez, ça n'a pas de bon sens, complètement dehors de la réalité. C'est que des gens, des fois, dans certaines circonstances, vont penser telle chose. On va donc se centrer sur le projet de vie, demander vraiment à la personne son avis, prendre une décision ensemble, souligner les forces et le courage de la personne. On sous-estime l'importance de cet aspect-là. Quand on se retrouve avec un diagnostic de psychose, on ne se sent pas correct, on se sent mis à part des autres, on se sent différent, bien, se faire dire qu'on est quelqu'un de courageux, qu'on a telle qualité, bien, ça change la dynamique de la relation. Et avec un mode relationnel aussi plutôt informel où on peut rigoler un peu, puis bon. Moi, je dis souvent aux jeunes, vous êtes notre joueur de concession. Alors ça, vous avez une photo ici
de Tom Brady en train de soulever, je ne me rappelle pas quelième Super Bowl, et vous avez une photo de Sidney Crosby. Il n'a même pas levé le bâton en l'air, mais là, il vient de compter le but gagnant aux Olympiques pour la médaille d'or aux Olympiques de Vancouver. Donc, ce que je leur dis, on s'entend-tu, Sidney Crosby pour les Penguins de Pittsburgh, là, puis Tom Brady pour les Patriots, on s'entend-tu que l'équipe y essaye de le rendre heureux? Il essaye d'y donner les conditions pour que ça marche, son affaire. C'est notre joueur de concession. Donc, c'est un peu comme ça que je leur dis ça. Là, j'ai de plus en plus de difficultés avec le fait qu'on a quand même beaucoup de personnes issues de l'immigration. Au soccer, je suis moins habitué. Mais quand même, quand je suis allé en France, je leur avais ajouté une photo de Zidane pour qu'ils comprennent. L'espoir aussi, c'est le carburant du rétablissement. Donc, vous avez ici une Tesla. J'ai vraiment, moi, quelque chose vis-à-vis les Tesla qui est en train de faire le plein d'électricité. J'en ai pas, mais j'aimerais bien ça. Et donc, c'est vraiment à ça que carbure le rétablissement. S'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de rétablissement. Or, les équipes traitantes, souvent, on est à risque d'éteindre l'espoir. Donc, c'est vraiment important de nourrir ça. Le projet de vie, c'est notre cible thérapeutique. Et ça, on le dit la première fois. Le jeune nous dit, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Mais c'est très bien, c'est une aspiration légitime et je pense que c'est réaliste. Puis, vous savez, la grande majorité des gens qui mettent les pieds ici, ils arrivent à réussir tel type de projet. Et ça améliore aussi beaucoup l'alliance. Et on parle beaucoup de ça en psychiatrie, l'importance de l'alliance thérapeutique. C'est donc, au-delà des moyens techniques qu'on a, qu'est-ce qui se passe dans la relation? Et bien, souvent, on va dire que la meilleure pilule, c'est celle que le patient va prendre, mais souvent, il va prendre le médicament dans le contexte d'une relation de confiance avec une équipe. Ça prend une approche proactive. Les jeunes qui ne viennent pas au rendez-vous, on leur court après. Le cadre de référence stipule qu'on ne devrait pas perdre plus que 10% des gens en suivi en 3 ans, alors que c'est typique que les gens abandonnent leur suivi. Mais donc, on leur court après. S'il faut utiliser des moyens légaux pour les contraindre au traitement, on va vraiment y aller. Et donc, on travaille beaucoup aussi sur la relation, sur le fait qu'ils sentent vraiment on s'intéresse à eux et on peut vraiment les aider. Il faut accepter de prendre des risques aussi. Les infirmiers et infirmières qui viennent sur notre unité de soins ici trouvent souvent qu'on est un petit peu lousse, comme aurait dit Victor Hugo. On accorde facilement des permissions de circuler. On n'est pas trop punitif par rapport à la consommation de drogue qui survient à l'extérieur de l'hôpital, cependant. Bref, on est capable de vivre avec le risque parce que l'investissement, c'est vraiment dans la relation. L'idée, c'est pas juste d'éviter qu'il se passe quelque chose, d'éviter à tout prix qu'il se passe quelque chose dans la semaine qui vient, c'est de s'assurer aussi qu'on puisse continuer à cheminer pendant les années qui viennent. Donc là, on pourrait se dire, c'est magnifique, ils sont donc chanceux les jeunes qui surviennent, qui vivent grâce à ce qu'ils vivent ça, ces services-là. Et donc, ce que ça veut dire que finalement, si j'ai pas eu d'intervention précoce, je suis foutu. Bien, vous imaginez que non. Et donc, je pense que Luc Vigneault est un excellent exemple de ça. Ici, donc, c'est au lancement de notre premier livre. Luc a commencé à se sortir de la chenoute dans la trentaine. Et ça a été progressivement après avoir été vraiment sur la dèche, sur l'aide sociale en chambre, etc., qui a commencé à changer sa vie pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Donc, on se dit, cette approche-là, comment on peut la disséminer? Et c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est pas juste avoir une action sur l'intervention précoce, mais avoir aussi, au-delà de ça, contribuer à être le leadership qui va changer la façon de faire en psychiatrie. Et je dirais que c'est assez caractéristique quand on va dans des congrès sur les psychoses. L'innovation survient beaucoup dans le champ de l'intervention précoce et va être appliquée dans d'autres champs par la suite. Donc, on a commencé par des initiatives locales. On s'est regroupé dans une association qui s'appelle l'ACPEP, l'Association québécoise pour les premiers épisodes psychotiques.
Et aujourd'hui, à travers ce momentum-là qu'on a réussi à créer, on a eu le cadre de référence en intervention précoce qui a été publié, qui est la politique ministérielle qui vise l'installation de cliniques d'intervention précoce selon le type de modèle que j'ai décrit à la grandeur du Québec. Pour disséminer aussi, c'est à travers nos travaux de recherche. Vous avez ici les membres de notre équipe de recherche. Le CAP rétablissement. CAP, c'est pour comprendre, agir et partager rétablissement. Donc, c'est un regroupement de scientifiques qui fait de la recherche, qui développe des interventions, qui aussi partage la connaissance. Et la devise qu'on a adoptée, c'est une citation de James Dean. J'aime beaucoup et je veux la lire correctement. Puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. C'est un peu ça, on a une psychose, on est pris avec, mais est-ce qu'on peut changer les choses et apprendre à composer avec? Donc, vous avez mes collaborateurs, Luc Vigneault, Caroline Sellard, Amélie Achin, Annie Leblanc, Marie-France Demers, Catherine Lehoux et moi-même. Et d'ailleurs, nous venons de lancer, il y a quelques semaines, un nouveau livre avec Luc Vigneault qui s'intitule « Cap sur le rétablissement, exiger l'excellence dans les soins en santé mentale ». Vous avez ici une partie des auteurs. Donc, notamment les gens de mon groupe Cap Rétablissement, mais vous avez aussi mon fiston, mon collègue Paul Jacques à l'extrémité gauche. À sa droite, le grand garçon blond, Thomas Roy, mon fiston. Et à côté, c'est Olivier Anderson, le fils de Marie-France Demers, qui est aussi, qui est une auteure principale avec Luc. Et donc, Charles Reiss, des gens issus de toutes sortes d'horizons. Thomas et Olivier, en fait, ont eu ça comme boulot d'été d'interviewer Luc pour que Luc raconte son histoire. Et on est parti des verbatims de ces entrevues-là pour que Luc raconte son histoire et nous, comme co-auteurs, on commente, on apporte l'éclairage scientifique sur ce qu'il raconte. Un petit peu, Luc raconte le début de sa maladie et ensuite cite des discussions que j'ai eues ou que j'aurais pu avoir avec lui où on parle de l'intervention précoce et ainsi de suite. Donc, c'est lancé il y a quelques semaines, disponible partout très facilement. Et donc, en conclusion, je dirais que si on voyait à l'époque la psychose, le diagnostic de psychose comme un biais aller seulement vers la misère, eh bien, j'aime penser que l'intervention précoce, c'est le biais de retour. Merci.